5 octobre 2024. 10 étudiants et étudiantes en technique de travail social se préparent à vivre l'expérience d'une vie, leur stage d'intervention finale de 10 semaines dans la communauté de Toubacouta, au Sénégal, en Afrique. C'est l'occasion pour le groupe de se mettre en position d'ouverture sur le monde, de découvrir une toute autre culture de celle qu'ils connaissent. En collaboration avec le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Centre d'interprétation du Delta du Saloum de Toubacouta et le département des techniques en travail social du Cégep de Jonquière, les stagiaires entreprennent une initiation à la solidarité internationale. De retour au Canada en décembre dernier, les étudiants et étudiantes reviennent la tête remplie d'apprentissage, mais surtout de beaux souvenirs. Au cours de leur séjour, en observant sur le terrain, ils ont pu se questionner sur différents enjeux de société. En 5 épisodes, vous pourrez entendre les résultats de leur analyse et explorer quelques-unes de leurs expériences personnelles. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre balado Nyokobuk. Je m'appelle Francis, responsable de l'éducation à la citoyenneté mondiale au Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bienvenue dans ce 4e épisode de notre balado Nyokobuk. Aujourd'hui, Maude et Céliane s'intéressent aux impacts du réchauffement climatique sur les écosystèmes locaux au Sénégal et le rôle essentiel que la restauration de la mangrove. Grâce à leur entrevue avec un acteur local engagé dans cette cause, elle nous raconte les initiatives inspirantes mises en place pour protéger cet environnement si fragile et vital pour les communautés. Évidemment, quand on part d'un pays du Nord comme le Canada, on a une perception des changements climatiques, mais quand on arrive dans cette région du monde, en dessous du Sahara, ben, on se rend vite compte que les changements climatiques prennent une place encore plus grande qu'elles le prenaient avant. Bonjour à vous. Salut. Bonjour. Je viens d'introduire un peu votre sujet, mais vous, ça a été quoi votre constat, votre embarqué dans ce sujet-là? Comment ça s'est passé? Ben, c'est sûr que c'est un gros sujet, fait qu'on savait pas trop comment le prendre au début. On avait chacune un peu notre vision des choses avant de partir, ça c'est clair. Mais on a constaté beaucoup de choses en étant les deux pieds dedans, puis en discutant avec les gens aussi sur place. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses, tu sais, qu'on pense pas nécessairement parce que c'est tellement un pays qui est différent de nous, autant au niveau climatique, culturel, tout est vraiment très différent. Fait que ça permet vraiment de s'ouvrir les yeux, puis ça nous a vraiment aidé là-dessus à nous créer une nouvelle vision. Cool. Puis évidemment, quand on s'attaque à un sujet complexe comme ça, on se prépare un peu avant, là. Sentiez-vous que vous étiez prêt avant d'arriver sur place quand vous avez sélectionné ce sujet? Ben, ça dépend, là. Je pense on avait chacune un peu nos expériences avec ça. Moi, pour ma part, c'est quelque chose que j'ai vraiment exploré comme sujet avant de partir. J'étais quand même impliquée dans différentes luttes ici. Donc, je me renseignais, mais ça reste que les enjeux, même s'il y a des enjeux similaires, par exemple l'accès à l'eau potable, nous, on est gâtés ici au Canada, mais c'est sûr qu'au Sénégal, l'accès est un petit peu plus limité à cette ressource-là. Donc, on peut pas vraiment le savoir avant d'être là-bas, en fait, là, puis de constater vraiment c'est quoi les impacts sur la population. Ouais, puis pour moi aussi, j'ai toujours eu quand même une conscience concernant les changements climatiques. Tu sais, j'essayais quand même de faire certains changements dans mes habitudes de vie au Québec. Puis, tu sais, en Afrique, au Sénégal, c'est que, tu sais, moi, je connaissais pas ça avant de partir là-bas. Fait que, tu sais, veux pas, on essaie de se faire une image un peu de quoi ça peut ressembler et tout, mais il faut pas se fier non plus aux stéréotypes qu'on entend depuis des années concernant l'Afrique. Mais tu sais, c'est sûr que je me doutais bien qu'il y avait beaucoup de sécheresse là-bas, que c'est sûr que l'eau était en moins grande quantité. Mais en même temps, c'est pas nécessairement ça qui avait le seul impact climatique. Tu sais, on a pu en découvrir pas mal d'autres rendus là-bas. Fait que c'est ça, c'était intéressant à voir quand même, là. Comment ça s'est passé d'arriver avec cette question-là en tête sur place? Qu'est-ce que vous avez constaté dans vos premiers constats? Ben, c'est sûr que direct, quand on arrive, il fait très chaud, on s'entend. Ouais, vraiment. Ça, on se le fait dire, mais tu peux pas vraiment le réaliser avant d'avoir les deux pieds
quand tu sors de l'aéroport, c'est la première chose que tu ressens. Ah ouais. C'est assez intense. Puis après, ben, c'est sûr que là, tu rencontres des gens, tu discutes de ces réalités-là. On a fait plusieurs rencontres significatives. Là. Par exemple, nous, on est arrivé dans la saison des pluies. Saison des pluies qui dure quelques mois, puis normalement, après le reste de l'année, il pleut pas. Donc, nous, quand on est arrivé, ben, c'est ça, la saison des pluies, c'est des grosses averses, puis c'est ça, c'est assez intense. Donc, ça a des impacts sur les récoltes si elle est plus longue, si elle est plus courte. Puis, nous, il y a eu de la pluie même plus tard, en fait, qu'en décembre, ce qui arrive jamais. Donc, ça dérègle quand même les écosystèmes, là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a discuté, qu'on s'est rendu compte au fil des rencontres avec les gens dans la communauté. Mm. Ouais. Puis, tu sais, je vais reprendre un peu ce que Maud elle a dit concernant la pluie là-bas. Les pluies sont très grosses. Ben, ça dure très longtemps. Ça dure une journée complète. Puis, tu sais, ça a autant un impact positif sur les récoltes. Mais ça, tout dépendamment aussi, c'est fait à quelle fréquence. Mais ça a aussi des impacts négatifs sur la vie des gens parce que là-bas, les routes, c'est fait avec du sable, de la garnotte un peu. Donc, ça inonde complètement les rues. Donc, ça peut nuire aussi sur le transport là-bas. Le moyen de se promener dans les rues, c'est vraiment difficile, surtout que la majorité du monde marche là-bas pour se promener. Donc, ça aussi, ça peut quand même avoir un impact dans la vie des gens en général là-bas. Puis, quel est votre constat par rapport au changement climatique sur place? Parce que là, vous avez parlé, par exemple, dans les dérèglements climatiques, vous avez parlé de l'observation de plus de pluie. Ici, on va parler des fois de moins de neige en hiver, ou on va entendre parler de l'augmentation de feux de forêt. Mais vous, là, vous avez noté la pluie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez entendues comme impact qui ressortent dans les populations locales? Ben, nous, un impact vraiment direct en tout cas, moi, personnellement, j'ai entendu beaucoup parler, c'était par rapport à la mer. Donc, il y a plusieurs enjeux par rapport à la mer. Autant la salinisation de l'eau potable que la hausse des eaux. Mais surtout, il y a un grand enjeu dans le coin où on était, à Tubacuta, qui est par rapport à la détérioration des mangroves. Donc, qui permettent, entre autres, aux poissons, aux huîtres, aux différentes espèces de se reproduire. Puis, ces espaces-là sont menacés, en fait. Donc, moi, dans ma famille, il y avait un de mes frères, en fait, qui travaillait là-dessus depuis plusieurs années à faire des projets de restauration pour contribuer à améliorer, c'est ça, à donner une chance à l'écosystème de se restaurer un peu. Puis, on l'a passé en entrevue, d'ailleurs. Donc, ça donne quelque chose de vraiment intéressant, un point de vue d'une personne locale qui nous explique avec de plus grandes connaissances que nous qui avons passé 2 mois là. Donc, ça, c'est intéressant. Excellent. Puis là, pour le rappeler un peu, la mangrove, c'est cet écosystème de bord de mer, de réseaux de racines qui viennent s'enfoncer dans la mer. Puis évidemment, il y a des impacts dans ces régions-là qui en dépendent un peu parce que c'est l'écosystème où on peut aller récolter les fruits de mer qui permettent de se nourrir. Donc, les femmes, généralement, qui récoltent les fruits de mer, ben, pour le faire, viennent couper des parties de la mangrove. Et donc, il y a des organisations, évidemment, comme celle de Boubacar qu'on va entendre, qui travaillent dans essayer de montrer d'autres méthodes pour y arriver. Avec le projet où je travaille, on a eu à faire des améliorations parce qu'on a eu à faire des reboisements dans le domaine de la mer, des reboisements mangroves. On a eu à faire ça. On a eu aussi à aider des femmes dans des activités pour diminuer la pression que les femmes font sur la mangrove, en leur faisant des formations, en leur montrant comment élever des huîtres, en les aidant dans l'apiculture, dans l'océaniculture, tout ça pour épargner la mer et pour diminuer la pression que les personnes faisaient sur la mer. Parce que quand il y a un problème ici, on le ressent partout. Côté environnement, ce qu'on ressent au Sénégal, c'est pourquoi les organisations aussi comprennent ce problème. Ils ont décidé d'aller à la base pour lutter contre ça. Parce que les impacts, c'est tout le monde qui les reçoit.
Ça, c'est un impact qui est vraiment local, mais en fait, qui peut être ressenti partout parce que, je veux dire, l'eau, la hausse du niveau des mers a des impacts, oui, dans le village où on est, mais après ça, ça se propage aussi. Puis les mangroves contribuent, entre autres, à retenir les berges. Et ensuite, si les plantes se détériorent, ben, il y a de la sécheresse qui augmente. Donc, c'est vraiment global comme enjeu, finalement. Mhm. Puis aussi, pour continuer un peu dans le même sujet, c'est que on a remarqué aussi que ben, il y avait de moins en moins de poissons. Les gens, les pêcheurs, ils vont pêcher en pirogue, puis souvent, il faut qu'ils partent encore plus loin dans la mer pour aller chercher du poisson parce que c'est ça, le poisson, il commence à diminuer, donc c'est plus difficile un peu des fois de s'en procurer là-bas. Il y a moins de ressources là-dedans. Donc ça aussi, c'est un enjeu qui touche, qui fait partie des impacts négatifs au niveau de l'alimentation aussi. Dans le fond, un impact qui va avoir lieu dans une petite localité, mais peut devenir vraiment, vraiment très grande. Puis on le sait, le dérèglement climatique, c'est un truc qui est mondial, là. C'est pas une seule région, mais là, vous étiez évidemment dans une région qui est un petit peu plus touchée que les autres. Est-ce que vous avez senti, si on veut faire un peu le comparatif, là, mais est-ce que vous avez senti que les gens sont conscients de tout ça sur place là-bas? Ben moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Les enfants faisaient partie du Club Nature. Ça, le Club Nature, c'est un club, un regroupement d'enfants, en fait, qui font qui sont très conscients des impacts du changement un peu climatique. Dans le fond, eux, leur but, c'est un peu d'améliorer ça pour le futur. Donc, ils font beaucoup de reboisement. Ils s'occupent d'un jardin collectif, puis ils sont quand même plus conscients des impacts que ça. Et on a beaucoup parlé avec eux du réchauffement climatique, du climat et tout. Donc, ça touche quand même une partie de la population. Ben moi, ce que j'ai vu personnellement, c'était quand même que les jeunes ils étaient au courant de ça. Pour vrai, il y avait de l'air d'en savoir quand même beaucoup sur le sujet, puis ça m'avait quand même impressionnée. Ouais, un peu la même chose, là. Moi, c'est sûr que j'en parlais beaucoup dans ma famille parce que il y avait des personnes qui étaient impliquées. Mais en général aussi, j'ai été surprise de constater que dans un petit village ou une petite ville comme Tubacuta, il y avait quand même plusieurs initiatives euh, qui faisaient entre autres du reboisement et de la sensibilisation, tout ça. Donc, les gens sont informés, sont actifs, ils se mettent ils se mobilisent en fait. Puis, c'est ça. Je pense qu'en général, il y a selon ce que j'ai entendu dire, les gens, ils sont conscients là, que, que ça impacte leur vie de tous les jours. Ils savent, ils en parlent. Donc, c'est ça. Donc là, on a parlé un peu de cette augmentation de la mer, de la chaleur, l'augmentation des sécheresses aussi qui poussent des agriculteurs à se déplacer. Puis clairement que quand on est dedans, on en prend facilement, ou du moins plus facilement peut-être conscience. Euh, Vous revenez ici, c'est le temps des fêtes. Est-ce que vous trouvez que ce même constat-là est pareil une fois qu'on arrive au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ben, c'est quand même une bonne question. C'est dur à dire, on dirait, parce que je trouve qu'on est tellement moins. Je trouve qu'on le remarque moins rendu ici, tu sais, concernant un peu le climat et tout. Tu sais, nous, il fait froid chez nous, tu sais, il fait pas chaud comme là-bas. Donc, tu sais, le réchauffement, on dirait qu'on en prend moins conscience. Est-ce que tu as senti que les gens étaient autant impactés, du moins, par la situation? C'est comme on disait, Hey, on est là-bas, on a les deux pieds dedans. Bien évidemment, on voit, OK, il y a plusieurs organisations qui travaillent là-dessus. Est-ce qu'on se sent autant dans ce contexte-là quand on revient ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ben, mettons, ben, ce que j'ai remarqué là-bas, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'organismes et de projets qui étaient mis en place pour justement lutter contre les changements climatiques. C'est justement, Nebedai, c'était un organisme communautaire qui était là-bas, qui s'occupait justement de la nature, la forêt, le reboisement. Il y avait le Club Nature qui était présent avec les enfants, où que justement les enfants ils étaient très conscientisés et qui faisaient des actions concrètes pour justement remédier à la situation, tandis que je trouve que chez nous, on en entend moins parler. Tu sais, c'est un petit village, là, il n'y avait pas beaucoup de monde,
Puis pour vrai, il y avait des actions qui étaient posées, tandis que j'ai l'impression que chez nous, c'est plus lent avant qu'on ait vraiment des actions qui soient posées. On dirait que, tu sais, on en avait discuté un peu avec Maude quand on faisait nos recherches, puis on trouvait il y en avait pas énormément dans la région des organismes, justement, qui, qui, Qui luttait contre qui les luttaient. changements climatiques. Exactement, merci. Ouais, puis aussi, moi, ça m'a vraiment frappé quand je suis revenue, l'utilisation de l'eau potable. Tu sais, on est vraiment gâtés ici, là, on la gaspille littéralement. Puis ça, c'est une des choses qui m'a le plus choquée quand je suis revenue. Euh, Après, tu sais, il y a plusieurs choses. Moi, c'est sûr que mon entourage, personnellement, il est peut-être plus conscientisé. Mais à part dire qu'il neige plus tard en décembre qu'avant, ben il n'y a pas, c'est ça, énormément d'initiatives concrètes qui sont prises. Donc, c'est sûr que ça, ça peut entraîner quand même du découragement quand tu baignes là-dedans pendant des mois, puis tu vois toute la mobilisation qui est prise là-bas, puis à quel point ça impacte directement les gens, alors qu'ici, c'est ça, on est quand même privilégié finalement de, juste du fait qu'on a beaucoup de ressources. On en parlait avec l'autre diade avec qui on parlait d'égalité de genre, ce même constat du privilège finalement qu'on a, puis prendre conscience de ce privilège-là. Euh, Évidemment que c'est peut-être plus facile quand on est dedans. Est-ce que vous avez trouvé ça encourageant de voir les gens réagir et se mettre en action? Ben, moi, personnellement, ça m'a vraiment étonnée positivement. Pour vrai, je trouvais ça vraiment le fun que tout le monde soit impliqué. Puis aussi là-bas, les gens, tu sais, ils sont pas très stressés, ils sont pas pressés. Fait qu'ils prennent le temps vraiment, genre, d'y aller, de s'impliquer. Puis je trouvais ça beau, comme il y a une journée qu'on a participé à une grosse collecte de déchets partout dans le village. On s'est promené, on a fait 2 villages, je pense. Puis pour vrai, il y avait énormément de gens qui étaient présents. Puis tu sais, les enfants, il y en avait tellement qui étaient présents. Puis on dirait que pour eux, c'est normal, c'est naturel de faire ça. Fait que c'était beau à voir que le monde, tu sais, c'était pas compliqué, là. Tandis que ici, on dirait, j'ai l'impression un peu que oui, on est conscient, on en entend parler, mais on dirait que le monde, ils prennent pas le temps de justement de poser action là-dessus. Puis je pense que c'est ça un peu que la différence qu'on voit. Ouais, vraiment. Moi, j'ai trouvé ça super beau à voir aussi, là. C'est encourageant, en fait, de voir que les gens, c'est ça, ils se mettent à l'action vraiment concrètement, puis que, je veux dire, même s'ils n'ont pas nécessairement le plus de ressources, ben, ils font tout ce qu'ils peuvent, en fait, ils se réunissent, puis ils travaillent vraiment fort. Puis je pense que ça pourrait être un exemple à suivre pour, en fait, les communautés occidentales, là. De prendre conscience puis de se mettre un peu plus en action. Puis je trouve ça intéressant que vous parliez de l'effet positif que ça a, parce qu'une fois que tu as conscience finalement d'un truc, ne pas te mettre en action, ça peut être peut-être plus anxiogène. Est-ce que vous ressentez un peu plus ça une fois de retour ici, cette espèce d'inaction-là peut-être? Est-ce que vous le ressentez un peu plus? Ouais, vraiment, mais je pense que c'était quelque chose que je ressentais déjà avant de partir. L'impuissance un peu, là, qui peut être liée à ça. Mais là, c'est sûr en ayant vécu dans un endroit qui était vraiment mobilisé, ben, c'est plus difficile de revenir puis de pas sentir qu'on a énormément de pouvoir, là. Ouais, ben moi aussi un peu c'est un peu comme Maud, tu sais là-bas on dirait que tu sais on le faisait puis ça faisait partie de notre quotidien tandis que ici, tu sais moi aussi j'ai quand même tu sais j'ai un certain stress vis-à-vis ça, tu sais tout le changement climatique, les déchets, notre consommation, fait que tu sais veux pas on dirait que tu sais j'essaye mais tu sais c'est ça c'est dur parce qu'on dirait qu'il nous manque un peu de ressources, tu sais pour être à 100% Sensibilisé à 100%, pleinement ben, engagé. ouais, engagé, c'est ça. Qu'est-ce que vous trouvez qui marche dans cet engagement-là? Qu'est-ce qui est un bon moteur à cet engagement-là? Ou qu'est-ce qui pourrait donner plus envie aux gens de s'engager dans cette lutte au dérèglement climatique? Ben, moi, j'ai l'impression que si les gens ils étaient plus conscients des impacts directs que ça a sur la vie de d'autres personnes, tu sais, parce que c'est ça, nous, on les ressent pas, ou on les ressent peu, fait que c'est sûr qu'on se sent moins concerné, peut-être, là.
Mais je pense que si les gens avaient plus conscience, c'est ça, de ce qui se passe ailleurs, de comment ça impacte concrètement la vie des gens, euh, ils voudraient peut-être faire plus attention. Puis, tu sais, le fait de se mettre ensemble aussi clairement, c'est encourageant, ça donne envie ça donne des idées, ça donne de la motivation. Donc, je pense que c'est ça. Il faut se mettre ensemble, il faut s'informer. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est dur de se dire ça quand on l'a pas vécu, mais, tu sais, mettons, je reprends la chaleur là-bas, c'était tellement énorme, c'était tellement insupportable que, tu sais, je me dis, je veux pas qu'on en arrive là, ici, là, tu sais, fait que je veux qu'on continue, puis, tu sais, c'est ça, tu sais, motiver les gens à le faire ensemble, là, tu sais, là-bas, là, c'était tout le temps ça, fait que, tu sais, veux pas, c'est comme, t'as pas le choix de le faire, tout le monde le fait. Fait que c'est sûr que c'est encourageant, puis c'est motivant pour tout le monde, là. Puis pensez-vous que c'est encore important que des organisations soient finalement sur le terrain pour travailler sur ces différents impacts-là? Parce qu'on sait qu'avec le programme le programme d'adaptation au changement climatique euh, qu'on a au Québec, le programme de coopération, attends, je vais vous le dire comme il faut, là, mais avec le programme de coopération sur la lutte des changements climatiques qu'on a au Québec, trouvez-vous que c'est important qu'on contribue à cette lutte au changement climatique? Moi, je pense que oui, là, parce que déjà, il y a tellement des gros impacts qu'un coup de main dans les endroits qui ont plus de conséquences, ça peut toujours aider. Puis en plus, je crois que le plus de personnes vont justement vivre des expériences comme ça, puis avoir les deux pieds dedans, puis constater ça de leurs propres yeux, plus ils vont être mobilisés, tu sais, puis ils vont avoir envie de passer à l'action pour faire les changements. Mhm. Ouais. Puis c'est ça, tu sais. Je pense qu'on est tous touchés par ça, tout le monde sur la planète. Puis pour vrai, on devrait tous faire notre part là-dessus. Je pense que ça nous touche tous. Fait que je crois vraiment que ça peut être positif que, que chaque personne fasse son effort là-dessus, puis qu'on soit tous conscientisés. Merci du portrait que vous nous avez fait de votre expérience au Sénégal. Je pense qu'il y avait là des remarques et des observations hyper intéressantes. Puis j'espère que ça peut sensibiliser, faire prendre conscience du privilège. On parlait de l'eau, on parlait de différents aspects aussi, des impacts qu'on peut avoir sur d'autres nations comme ça, comme au Sénégal, par exemple, d'autres régions du monde. Merci énormément. Alors, c'était Maude et Céliane. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger aujourd'hui. Merci. Merci. Dans notre prochain et dernier épisode, Lila et Eve nous parleront d'un aspect très important de la vie humaine qui a un impact sur l'ensemble de la planète, celle de la consommation raisonnée. Une pratique durable et inspirante qu'elles ont observée au Sénégal. À très bientôt pour notre prochain épisode de Nyokobook.